Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Ok. Alors, je vais partager mon écran, si j'y arrive. Et on va commencer par un petit bout de présentation. Ok. Je suis un peu feignant. J'ai pas traduit mes transparents, ils sont en anglais. C'est une session sur les gazereurs. Alors, c'est quoi les gazereurs? C'est une nouvelle API qui va être introduite avec les streams et donc qui est en preview en 22 et qui est d'ailleurs toujours en preview en 23. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu comment marche cette API-là et comment on peut l'utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire de marrant avec. Voilà. Donc, ça, c'était le jeu de mots. Bien sûr, c'est des trucs sur des previews, donc les preview features, hein, où là, des API en preview, ça change. Donc, faites pas un plan sur votre produit, sur comment vous allez pouvoir utiliser cette API-là, parce qu'elle peut toujours changer. C'est le principe des previews. Mais par contre, ce que je vais dire va juste être vrai pour aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer. Donc juste moi, qui je suis, je m'appelle Rémi Forax. Ah, j'ai oublié de marquer que j'étais un Java champion. Donc je suis enseignant à l'université Gustave Eiffel, qui est à peu près à mi-distance entre Paris et Euro Disney. Et je fais partie des gens qui écrivent les spécifications de plusieurs trucs en Java. Donc j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, je dirais, enfin, un peu, peut-être un petit peu plus. 15-16. Et donc là, le pays des gazeurs que je vais vous présenter, c'est pas moi qui l'ai développé de base, mais j'ai fait partie des gens euh, qui ont itéré un peu dessus. Euh, on va faire un petit retour sur, ou revenir sur c'est quoi un stream et comment ça marche à l'intérieur pour essayer de comprendre les choses. Euh, Donc depuis Java 8, on a une splendide API des streams. Globalement, si on regarde un stream, c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un stream pour la documentation, je vais plutôt vous expliquer un stream, comment ça marche. En interne, comment ça marche? Bah, d'abord, on le voit à gauche, on a une source de données, donc c'est une liste, un set et ce genre de choses-là. Et ma source de données, en termes d'implémentation, ça utilise un itérateur un peu spécialisé qui s'appelle un splitterator. Alors, c'est quoi un splitterator? C'est un itérateur qui est capable de se couper en deux. Alors, pourquoi il est capable de se couper en deux? Enfin, ou plutôt, pourquoi c'est intéressant qu'il se coupe en deux? Bah, on va être capable de le répartir sur plusieurs cœurs, en fait. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va supporter les streams parallèles. C'est parce que notre splitterateur, il va être capable de dire, au lieu de calculer sur toutes mes valeurs de mon tableau, je peux me couper en deux et chaque morceau du splitterateur, en fait, va travailler sur sa partie de tableau. Et donc, ça permet comme ça de prendre un problème qui est exprimé de façon séquentielle et de l'exécuter de façon parallèle. Donc, à gauche, j'ai mon splendide splitterator et tout à droite, j'ai mon opération terminale. Mon opération terminale, c'est quoi? Ben, c'est mon opération qui va exécuter en fait le stream. En intermédiaire, j'ai ce qu'on appelle des opérations intermédiaires. Donc ici, j'ai filter, par exemple, et flatmap, qui sont mes opérations intermédiaires. Le fonctionnement est assez marrant. En fait, quand on appelle toList, qui est le dernier truc qu'on fait, mon opération terminale, elle va aller prendre les données du splitterator, puisque comme une sorte d'itérateur, on peut lui demander, donne-moi une donnée. Mais techniquement, on lui demande pas donne-moi une donnée, on lui dit pousse la donnée à un endroit. Et donc, mon opération terminale, elle va dire pousse la donnée dans le filter. Et mon opération intermédiaire, qu'est-ce qu'elle va être capable de faire? Ben, elle va être capable de transformer cette donnée-là et de la pousser en fait à l'étape suivante.
Et c'est comme ça que ça va marcher, en fait. Mon stream, ça fonctionne comme un pipeline et on va pousser les données à l'intérieur du stream. L'idée des gazereurs, en fait, c'est d'être capable d'abstraire n'importe quelle opération intermédiaire, mes opérations filter et flatmap, en fait. J'aimerais bien avoir une API qui me permet de définir mes propres opérations intermédiaires. Si on regarde hein, les opérations terminales, on peut définir ses propres opérations terminales, c'est ce qu'on appelle les collecteurs. Où on va pouvoir dire, bah, si je veux mettre dans un set, je vais faire collectors.toSet, et ainsi de suite. Bah, là, on veut la même chose, mais non pas pour exprimer comment on stocke les choses à la fin, mais comment on fait des transformations sur les données intermédiaires. Donc cette API-là s'appelle l'API des gatherers. Ce qu'on va voir, on va pouvoir regrouper des données, en fait. Donc on a une nouvelle méthode qui s'appelle gather, qui permet de spécifier un gatherer. Donc c'est la même chose que quand on a collect et le collector. Là, on a gather et ça prend un gatherer. Dans gatherers avec un S, on a déjà un ensemble de gatherers qui sont prédéfinis. On va en voir un certain nombre. Et donc, soit on peut s'écrire son propre gatherer, puisqu'on a une interface gatherer, soit on peut utiliser les gatherers déjà existants en utilisant gatherers. Et puis dedans, on a tout un tas de méthodes statiques pour créer ses propres gatherers. Donc, je reviens sur c'est quoi une opération intermédiaire, puisque c'est ce qu'on essaye d'abstraire. Globalement, une opération intermédiaire, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va recevoir des valeurs de l'opération intermédiaire précédente, ou alors directement de mon splitterateur. On reçoit une donnée, on reçoit un élément, et ce qu'on va pouvoir faire, l'opération qu'on va pouvoir faire, c'est finalement pousser l'élément à l'étape suivante. D'accord? En fait, quand on pousse un élément, donc par exemple mon filter, si mon filtre il me répond vrai, on va pousser l'élément à l'étape suivante, d'accord? Celle qu'on appelle downstream hop. Donc je peux décider de pousser, ou alors si mon filtre il me renvoie faux, bah, je vais décider de ne pas pousser, donc je ne vais pas en fait appeler la méthode pour pouvoir pousser les éléments au truc d'après. Mes opérations intermédiaires, elles ont aussi quelque chose. J'en ai certaines qui ont un état et certaines qui n'ont pas d'état. Par exemple, filter n'a pas d'état. Filter marche de la même façon qu'on ait vu des éléments avant ou qu'on ne les ait pas vus avant. D'accord? Donc c'est stateless. Mais par contre, si je prends une opération comme limite, limite, ça fait passer un certain nombre d'éléments. Donc ça doit compter les éléments. Donc j'ai besoin d'un compteur pour pouvoir compter mes éléments. Donc finalement, mon opération, elle est stateful. Donc si je veux abstraire en fait mes opérations intermédiaires, je dois être capable de pousser des éléments, d'accord? Et je dois être capable de modéliser un état, comme un compteur, comme bah, par exemple si c'est distinct, il faut que je me souvienne de tous les éléments que j'ai déjà vus pour pas les envoyer deux fois, et ce genre de choses-là. Dernière chose, en fait, quand je pousse mes éléments, en fait, je peux aussi dire, bah ça y est, j'ai fini. C'était mon dernier élément, j'ai fini. D'accord? Ça va arriver pour limite. On va pousser un certain nombre d'éléments et quand on a atteint le nombre d'éléments limite qu'on voulait pousser, bon, on va arrêter de pousser des éléments. Donc en fait, on peut aussi renvoyer une valeur pour dire ça y est, j'ai fini. D'accord? Donc on pousse les éléments dans le downstream et on renvoie à celui qui nous a appelé j'en veux encore ou j'en veux plus. D'accord? Donc si on modélise une opération intermédiaire, en fait, on a une interface pour modéliser cette opération intermédiaire qui s'appelle un intégrator. J'adore le nom, c'est un peu comme un Terminator, c'est pas loin. Mais le but d'un intégrator, c'est de spécifier justement qu'est-ce qu'on fait quand on a une donnée qui arrive. Donc j'ai une méthode qui s'appelle integrate. Donc c'est une interface fonctionnelle avec une seule méthode. Donc qui s'appelle integrate. On va voir le premier paramètre, qu'est-ce que c'est juste après. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paramètre. Donc le deuxième paramètre, c'est l'élément qui a été poussé dans le stream. Donc nous, en tant qu'opération intermédiaire, on reçoit cet élément-là
et on reçoit un downstream. Et mon downstream, c'est quoi? Ben, c'est une API, c'est une interface, d'accord, vers l'opération intermédiaire suivante. Et donc, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux appeler la méthode push sur ce downstream avec un élément. D'accord? Donc, si je fais un filter, je vais des fois appeler push ou des fois pas appeler push. Si je fais par exemple un map, je vais appeler push, mais avec mon élément que je vais changer. D'accord? Et mon push, ici, il me renvoie un booléen. D'accord? Et ce booléen, je peux moi-même le renvoyer à ma méthode integrate pour dire est-ce que j'en veux plus? Est-ce que je veux encore des éléments? Auquel cas, je renvoie vrai. Ou est-ce que j'ai fini? Ça y est, auquel cas, je renvoie faux. Donc, voilà la façon dont ça marche. D'accord? Conceptuellement, c'est quoi mon downstream de T? Ça ressemble beaucoup à un consumer, c'est-à-dire j'ai une méthode qui prend un T en paramètre. Donc c'est pas un consumer. Pourquoi? Parce que ça me renvoie mon booléen, justement. Pourquoi? Parce que mon opération intermédiaire, quand elle pousse un élément, elle le pousse à quelqu'un qui lui-même, donc à une autre opération intermédiaire, qui elle-même peut décider de ne pas pousser l'élément jusque vers l'opération terminale. Et donc, on doit être capable de backpropager ce signal de est-ce que j'en veux d'autres ou est-ce que j'en veux pas d'autres. Mon downstream, en fait, il a aussi une autre méthode, donc qui est là très spécifique. On peut poser la question au downstream, à la downstream opération, c'est-à-dire l'opération qui est juste après nous, lui dire est-ce que tu refuses des éléments? Alors normalement, on n'a pas besoin, on pousse l'élément et puis ça nous renvoie false si jamais on n'en veut plus en avoir. Mais dans certains cas, on ne veut pas créer l'élément parce que créer l'élément, ça coûte cher. Et donc, on peut poser la question à, si je te crée un élément, est-ce que tu vas me le rejeter? Comme ça évite de créer l'élément. Donc, c'est pour ça qu'on a la méthode isRejecting. Donc, c'est pas super utile, mais dans certains cas, quand créer un élément coûte cher, c'est intéressant de pouvoir interroger le downstream opérateur, enfin mon opération intermédiaire suivante pour lui dire, si je te crée un objet, est-ce que tu vas pas me le rejeter? Auquel cas, ça sert à rien que je crée l'objet. Donc c'est plus une histoire d'optimisation. D'accord? Donc j'ai mon intégrateur, mais en fait, c'est pas la seule méthode que j'ai. D'accord? Mon intégrateur, c'est une des quatre méthodes que j'ai. En fait, j'ai besoin de quatre méthodes. Pourquoi? Parce que j'ai en plus la gestion des états. C'est-à-dire que chaque opération intermédiaire, elle est capable de gérer son propre état. D'accord? L'état, c'est bah, limite, elle doit compter le nombre de valeurs. Donc, ça veut dire que je dois me souvenir de quelque chose. Donc, j'ai besoin d'un état. Cet état, en fait, c'est mon premier paramètre de ma méthode d'intégration. D'accord? Comment je crée cet objet état? Bah, au début, je vais passer une première fonction qui va servir à initialiser l'état, donc qui est un supplier de mon état. D'accord? Donc, cette fonction-là, elle devrait être appelée une seule fois au démarrage. Après, ça va appeler mon intégrateur avec toutes les données. D'accord? En plus, je peux spécifier un combiner. Alors, le combiner, c'est quoi? Bah, si je suis en parallèle, je vais découper mon calcul et finalement, je vais avoir autant d'intégrateurs que j'ai de cœurs. Mais il y a un moment où ces intégrateurs, par exemple, si je veux compter le nombre d'objets, mes intégrateurs, ils vont être appelés avec des éléments séparés. Et à la fin, il faut que je recombine ces éléments pour dire, ah, au fait, finalement, la somme, ça vaut tant, ou mon compteur, il vaut tant. D'accord? Donc, mon combiner, il sert dans le cas où je veux que mon opération intermédiaire, elle puisse supporter les streams parallèles. Et j'ai besoin d'une quatrième chose qui est un finisher. Le finisher, il est appelé quand on n'a plus de données. C'est-à-dire quand j'ai plus de données pour pouvoir finir les choses. Et donc, on me laisse la possibilité avec mon finisher de quand même envoyer une donnée à la fin. Par exemple, s'il me reste des données dans mon état, peut-être que je veux propager ces données-là. Et donc, j'ai mon finisher.
Et donc finalement, mon gazereur, c'est ces quatre méthodes-là. Mon initialisateur de l'état, mon intégrateur qui dit quoi faire avec chaque élément, mon combiner si jamais j'ai été appelé en parallèle, et mon finisher si jamais il me reste des choses dans mon état et que je veux quand même les propager. Alors c'est un peu nébuleux comme ça, donc je vous propose de basculer sur IntelliJ et de jouer un peu à écrire du code pour ça, comme ça. Vous verrez un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, c'est bon, vous voyez tous mon écran? C'est bon. On voit Ouais, bien. c'est bon. Je suis en train de me battre avec la barre de zoom pour la mettre au bon endroit. Voilà, donc j'ai pris un petit exemple. Donc notez, hein, l'API des gazereurs, c'est une preview feature, c'est pour ça que ça fait des jolis trucs en jaune, pour me dire que c'est une preview API ici. Euh, le... Donc je vais utiliser Java 22. Dans Java 22, je suis pas obligé d'écrire des classes non plus, donc j'ai pas écrit de classe, j'ai écrit un main directement. Et puis j'ai des mains un peu plus sympas où je peux juste écrire void main et ça marche directement. Donc une façon de présenter en fait l'API des gazereurs, c'est de prendre des opérations qui existent déjà sur les streams et essayer de les réimplémenter en utilisant des gazereurs pour bien comprendre en fait comment les choses fonctionnent. Donc ici, j'ai un texte noté pour ceux qui sont des brontosaures et qui utilisent toujours Java 8. On a le droit d'avoir des blocs de texte de plusieurs lignes euh, dans les versions plus récentes de Java. Euh, donc sur ce texte, je vais prendre les lignes. Ça me renvoie un stream de toutes les lignes. Puis je fais mon opération dessus. Donc ici, par exemple, je veux récupérer toutes les lignes qui commencent par item, je les stocke dans une liste et j'affiche la liste. D'accord? C'est très très simple. Donc si j'exécute mon code, euh, voilà, donc ici j'ai ma liste avec 5 lignes, bah, je ne vais pas afficher cette liste-là parce qu'elle commence pas par item, et donc j'ai item 1, item 2, item 11 et item 12. Donc pour voir comment ça marche, l'idée c'est au lieu de faire un filter, je vais écrire le gazereur qui fait la même chose qu'un filter. Donc, le gazereur qui fait la même chose qu'un filter. Première chose, mon gazereur, hein, il est paramétré par trois choses. C'est exactement les mêmes choses que pour les collecteurs, c'est-à-dire l'élément que je reçois au démarrage, mon état intermédiaire et l'élément que moi je propage. Donc un filter, hein, s'il prend une string en entrée, il renvoie une string. Donc dans mon exemple, je prends une string, je renvoie une string. Et donc ici, je vais définir mon propre gazereur. Alors j'ai gazereur.off qui me permet de créer un gazereur. Et je vais créer un gazereur qui est très très simple. Donc je vais lui indiquer juste un intégrateur. Donc juste mon opération qui est appelée avec tous les éléments. Filter, en fait, il n'a pas besoin d'état. Donc ça, c'est un nouveau truc aussi dans Java 22. Pour les lambda et pour tous les trucs qui n'ont pas de Javadoc, on peut définir underscore pour lui dire j'ai pas envie de trouver un nom. Nommer, c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi. Euh, et donc j'ai juste à écrire finalement en fait le code correspondant ici. Donc ça fait quoi mon filter? Bah, je vais tester est-ce que je démarre bien par un item, c'est-à-dire est-ce que mon élément i démarre bien par item. S'il démarre bien par item, je vais pouvoir propager l'élément au downstream. Donc, je vais pousser l'élément à mon opération suivante. D'accord? Quand je pousse un élément, mon opération suivante peut elle-même pousser l'élément ou peut décider d'arrêter, de renvoyer false. Donc, il faut que moi-même, je renvoie.
que mon opération suivante a décidé. D'accord? Si jamais je vérifie pas le filtre, qu'est-ce que je dois faire? Bah ici, il faut que je renvoie vrai. Pourquoi? Pour dire non, non, mais moi je veux quand même les éléments suivants. D'accord? Si ici je renvoie false, bah, dans ce cas-là, le, le stream s'arrête. Donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux récupérer les éléments suivants. D'accord? Donc je renvoie vrai en disant je veux plus d'éléments. Donc normalement, là, si j'exécute et que je ne me suis pas trompé, j'obtiens exactement la même chose. Donc là, je viens d'écrire un filtre, mais sous forme de gazeur. Je viens de réécrire globalement filter. Alors techniquement, je peux faire un petit peu mieux que ça. Je peux lui dire en fait, mon opération, elle va jamais s'arrêter. Tant que tu vas me donner des données, je vais consommer les données. Donc globalement, je suis greedy. Et donc je peux lui dire off greedy ici. Donc je vais wrapper mon intégrateur dans un off greedy. Et mon off greedy, c'est juste une optimisation. D'accord? Le off greedy dit, ça sert à rien que tu te poses la question, est-ce que je peux m'arrêter ou est-ce que je peux pas m'arrêter? Je t'assure que quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui prendrai la décision d'arrêter le flux, en fait. D'accord? Et ça, c'est juste intéressant parce que c'est plus efficace. Donc le off greedy, il n'est pas vraiment nécessaire, c'est juste en termes d'optimisation, c'est intéressant d'avoir un off greedy. D'accord? Quand j'exécute, ça fait exactement la même chose, mais là, j'ai marqué, tu peux optimiser. Donc, je vais vous expliquer dans quel cas on peut optimiser ou pas. Mais c'est intéressant de savoir qu'on a ça. Donc, on va passer à l'opération suivante. Maintenant, je vais faire un take while. Donc, pour les brontosaures qui sont toujours en Java 8, je crois qu'il n'y avait pas take while à l'époque. Il a été rajouté un petit peu après. Take while, il a été rajouté en 9. Donc l'idée de take while, c'est que tant que ça c'est vrai, on fait passer les éléments. Et quand ça devient faux, ben, on arrête de faire passer les éléments. Donc si j'exécute mon main ici, en disant est-ce que ça démarre par item, ben, ça devrait être vrai pour les deux premiers et puis plus vrai pour celui-là. Donc on va s'arrêter là. Si on regarde le résultat, j'ai bien que item 1 et item 2. Donc maintenant, je veux implémenter un gazereur qui fait take while. D'accord? Donc, j'implémente un gazereur qui fait take while. Donc, je reviens avec mon gazereur. Ici, mon gazereur, il ne sera pas greedy. Mon gazereur, il n'est pas greedy parce que greedy, ça veut dire je t'assure, c'est pas moi qui m'arrête. Or, un take while, c'est quelque chose qui va arrêter le calcul. D'accord? Si jamais euh, mon start Swift, il me renvoie false, alors je dois arrêter le calcul. Donc ici, je vais dire si mon élément starts with item, auquel cas je propage les choses, donc return downstream.push the element. Par contre, dans l'autre cas, je vais renvoyer false pour lui dire non, non, non. Si jamais il commence pas par item, alors on arrête le calcul. D'accord? On arrête complètement le calcul. Donc ici, mon gazeur, il prend mon gazereur qui fait un take while. Et si j'exécute, je tombe bien sur item 1 item 2. Donc je m'arrête ici parce que celui-là, il ne démarre pas par item. Donc voilà comment ça marche la valeur de retour, hein. Si on renvoie false, on arrête finalement le calcul. Euh, on continue. Donc j'ai fait take while. On va faire limit maintenant. Donc, limite de 3, qu'est-ce que ça fait? Bah, si j'exécute, ça va prendre les trois premiers éléments. Donc, item 1, item 2 et tiret, tiret. Si je veux réimplémenter la même chose
avec un gazereur. Je vais écrire limite. Donc pareil, mon limite, il prend une string, il renvoie une string. Limite. Donc gazereur.off. Mais là, cette fois-ci, mon gazereur, il est un petit peu plus compliqué parce que limite, il doit compter le nombre d'éléments qu'on voit. Si je veux compter le nombre d'éléments, j'ai besoin d'un état. Et si j'ai besoin d'un état, il ne faut pas que je prenne le gazereur qui a juste un intégrateur, parce que celui-là, il n'a pas d'état. Il faut que je prenne la troisième version ici, qui a un état. Bien. Donc, il me faut un objet qui permet de compter les choses. Donc, je vais me créer une classe compteur. Oui, je vous rappelle que en Java, on a le droit de créer des classes dans les méthodes. C'est vachement pratique pour les tests unitaires. Le seul problème, c'est qu'IntelliJ, il a un peu du mal avec, mais ça ne sera pas la première fois qu'IntelliJ, il a du mal avec quelque chose. Donc, je veux un compteur et je veux incrémenter, en fait, mon compteur. Donc, la première chose que je vais passer à mon gazereur, c'est un supplier de mon compteur. Donc, je lui renvoie un supplier de mon compteur. Et maintenant, ici, ce que je reçois en premier paramètre, bah, en fait, c'est mon compteur. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire quand j'ai un limite? Je veux dire si mon compteur égale 3. Moi, j'écris en dur la limite. D'accord? Euh, Bah là, ça voudra dire que j'ai fini. Sinon, je vais propager. D'accord? Donc, return false. Et sinon, return downstream.push de element. Hop. Alors, il a un poil perdu. Il me demande de rajouter deux choses. On va voir ce que c'est, ces deux choses-là après. Donc, il me demande de rajouter deux méthodes. Il me demande de rajouter une méthode pour dire quand j'ai deux compteurs, qu'est-ce que je fais? Alors, comme moi, je ne sais pas, je fais throw new unsupported des opérations exception. Quand on ne sait pas, on lui renvoie qu'on ne sait pas. Celle-là, c'est un petit peu plus facile. C'est qu'est-ce que je dois faire quand il n'y a plus d'éléments? Bah, quand il n'y a plus d'éléments, je dois rien faire. D'accord? Je n'ai pas besoin de faire d'opérations spécifiques quand il n'y a plus d'éléments qui vont être envoyés. Donc, je peux faire juste rien du tout. Alors, est-ce que je me suis trompé ou est-ce que mon gazereur il marche avec limite de 3? Donc, ça m'a bien envoyé les trois premiers. Alors, juste pour voir que ça marche bien, je vais mettre 4. Et oh magie, ouais, j'ai les quatre premiers éléments. Donc on peut se dire c'est assez mystérieux cette méthode-là, à quoi elle sert, pourquoi j'ai besoin de prendre deux compteurs et créer un compteur à partir de ces deux compteurs-là. Bah, on voit ça si jamais on rend le stream parallèle. Si je rends le stream parallèle et que je lui demande bah, en fait, de travailler en parallèle sur ce texte-là et donc de découper finalement et de dire bah, j'ai un cœur qui va travailler sur cette partie de texte-là et un cœur qui, par exemple, va travailler sur cette partie de texte-là et que j'essaye d'exécuter, ça me plante à la tête avec unsupported opération exception. Et quand je lui demande où est-ce que c'est, bah, c'est là où j'ai envoyé. Globalement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que mon gazereur, il n'est pas capable de supporter des streams parallèles. Il marche pas avec des streams parallèles. Alors c'est un peu normal, limite comme ça compte le nombre de choses, on a du mal à faire une version parallèle des choses. En fait, ce qu'il faut lui dire, c'est que mon gazereur ici, il devrait pas avoir de version parallèle. Donc comment on fait ça? Bah, j'ai une autre version de off, j'ai off séquential pour lui dire,
en fait, le gazereur, il n'est pas parallèle. Et dans ce cas-là, je peux directement écrire ça. D'accord? Donc, je peux créer des gazereurs qui sont pas parallèles, c'est-à-dire où je dis il ne va marcher qu'en séquentiel. Alors attention, à dire qu'il va marcher que en séquentiel, ça ne veut pas dire que quand je vais l'utiliser en parallèle, il va planter. Ça veut dire que quand j'écris point parallèle ici, il va juste ignorer le point parallèle en disant ah bah non, parce que mon gazereur ici, lui, il est séquentiel. D'accord? Quand je veux compter sur plusieurs cœurs, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on a un état partagé. Et en règle générale, ça va coûter plus cher. Euh, donc voilà comment on fait pour utiliser un gazeur qui compte. Alors je vois qu'il y a une question là dans les Q&A, donc je vais prendre la question. Alors, est-ce que les opérateurs existants ont été réécrits en utilisant les gazereurs? La réponse est Euh, non, ils n'ont pas été réécrits, on va voir, parce que certains cas, on a des meilleures performances et dans d'autres cas, on a des moins bonnes performances. Et comme c'est une API en preview, on préfère pour l'instant proposer l'API, que l'API marche bien, et dans un second temps, peut-être qu'effectivement, certaines opérations seront réécrites en utilisant les gazereurs. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc on va voir ça un tout petit peu après quand on va parler de performance. Donc j'ai fini avec limit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... bah, je vais juste quand même exécuter parce que je ne suis pas sûr d'avoir exécuté mon off séquentiel. Mais voilà, mon off séquentiel marche, même avec le point parallèle euh, qui est ici. Donc passons à la suite. Alors pour me souvenir, count. Maintenant, ce que je veux implémenter, c'est quelque chose qui compte le nombre d'éléments. Pareil, c'est juste un exemple. Si je veux compter le nombre d'éléments, alors ça c'est relativement intéressant. Si je veux compter le nombre d'éléments, si je ne chope pas le G avec, marche moins bien. Si je veux compter mon nombre d'éléments, déjà, je vais prendre des strings en premier paramètre, mais ce que je vais renvoyer, c'est des entiers, ce que je vais renvoyer en fait mon compteur. Donc là, j'ai un gazereur qui prend des strings, mais qui par contre me renvoie un entier. D'accord? Quand je veux compter des choses, par contre, ça c'est quelque chose que je peux paralléliser. Il suffit que chaque cœur compte et qu'à la fin, je rassemble tous les compteurs. D'accord? Donc ça veut dire que ici, c'est pas un off séquentiel, c'est juste un off. D'accord? Bien sûr, on va changer un petit peu les choses. Si je veux compter les choses, bah finalement ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste incrémenter mon compteur. Mais je ne vais pas propager les éléments, puisque je veux juste compter le nombre d'éléments. Je n'ai pas besoin de les propager. Par contre, je vais dire, je veux bien les éléments suivants. D'accord? Donc ici, il me dit, maintenant, qu'est-ce que je fais quand j'ai deux compteurs? Il va falloir que je lui dise quelque chose. Et aussi, qu'est-ce qui se passe à la fin des choses? Donc notez cette fois-ci, mon finalizer, là, ma dernière méthode, elle est intéressante. Puisque, en fait, si on veut compter, je dois avoir vu tous les éléments avant de pouvoir propager, en fait, mon compteur. Donc cette méthode-là, elle est intéressante puisqu'elle est appelée à la fin, une fois qu'on a vu tous les éléments. Et donc ici, une fois que j'ai vu tous les éléments, je vais pouvoir pousser le résultat, donc la valeur de mon compteur. D'accord? Donc ici, je crée mon compteur. À chaque fois que je vois un élément, j'incrémente mon compteur. Je dis, je veux les éléments d'après. D'accord? Et à la fin, je pousse la valeur de mon compteur en tant qu'entier. Il me reste maintenant à dire, si jamais on effectue le calcul en parallèle, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recréer un nouveau compteur qui contient la somme des deux précédents compteurs. Counter 2.counter. Alors bien sûr là, j'ai oublié d'écrire un constructeur.
écrivons un constructeur. Et c'est là où je vous disais qu'IntelliJ est vachement bien. IntelliJ ne supporte pas les constructeurs dans les classes qu'on définit à l'intérieur des méthodes. Mais si, si, hein, c'est complètement légal de faire ça. C'est pas grave, on va l'écrire à la main. Point counter égale counter. Bien sûr, ça veut dire que je l'initialise ici avec 0. Donc ici, maintenant, j'ai un compteur qui compte les choses. Si j'exécute mon compteur, je me retrouve bien. Alors j'ai fait un toList derrière. Donc ça a pris la valeur de mon compteur et ça l'a mis dans une liste. Peut-être pas super intéressant de faire un toList dans ce cas-là, mais c'est juste un exemple. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que si je suis en parallèle, d'accord, bah, ça va marcher aussi. Alors pour être bien sûr, on va même faire un beau print ici, je sais pas quoi, hello, juste pour vérifier que la méthode elle est bien appelée et que ça fait bien les trucs en parallèle. Et on voit effectivement que cette méthode-là, elle est appelée plusieurs fois pour prendre des compteurs et rejoindre en fait les compteurs. Donc ici, j'ai quand même écrit des opérations qui vont compter sur plusieurs cœurs pour répartir le calcul après, parce que j'ai écrit parallèle. Peut-être que sur 5 valeurs, ça vaut pas trop le coup de faire ça, mais c'est ma faute, hein, j'ai écrit le parallèle qu'il y avait à cet endroit-là. Donc, euh, voilà comment ça marche. Ici, on va juste simplifier un poil le code. Notez ici, j'ai pas besoin des éléments et j'ai pas besoin de downstream. Je peux mettre gentiment mes underscores pour signifier que ça sert à rien. Ouais, enfin, que je ne l'utilise pas. Donc pareil, euh, je reprends rapidement. Est-ce qu'il y a des gazeurs avec des types primitifs? Oh là là, au moins 3 slides d'avance. Je vais répondre à la question après. Euh, on continue. Maintenant, je voudrais vous montrer un gazereur qui est déjà prédéfini. Donc j'ai un gazereur qui s'appelle WindowFix de 2 et qui fait un truc qui est vachement pratique. Je peux l'exécuter et il va me grouper en fait les items par deux. Donc il me prend les deux premiers items, il les met ensemble. Il prend les deux items suivants, il les met ensemble et ainsi de suite. Et à la fin, bah, comme j'ai un nombre impair d'items, il prend le dernier item tout seul. Il le groupe tout seul. Donc je vous propose de réécrire aussi ce gazereur groupe by to. Alors mon gazereur qui groupe, comment il va marcher? Donc, il prend une string et qu'est-ce qu'il renvoie? Bah, comme il groupe dans des listes ici, ce qu'il va renvoyer, c'est une liste de strings. Euh, j'ai besoin d'un état, hein, puisque pour pouvoir envoyer ma liste, il faut que j'ai au moins deux éléments. Donc, il faut que je me souvienne d'au moins l'élément précédent. Donc, j'ai besoin d'un état. Donc, je vais me créer une classe state et je vais mettre une liste de strings liste que je vais initialiser comme étant une array-list. Comme ça, je mettrai juste les trucs dedans. Et donc ici, je vais pouvoir définir gentiment mon gazereur. Donc mon gazereur, il a un état. D'accord. Au début, mon état, c'est je crée le state. Après, donc je prends mon state, mon état et on downstream. Alors qu'est-ce que je dois faire? Quand je reçois un élément, il faut que je le stocke dans la liste d'abord. Donc state.list .add de element. Donc je le stocke dans la liste. Si state.list.size égale 2, alors je dois le propager en faisant un downstream.push de state.list.
Le problème, si je fais ça, c'est qu'il faut aussi que je le remette à zéro. Une fois que j'ai poussé les choses, il faut que je le remette à zéro. Donc, l'idée, c'est que je vais plutôt me créer... Ah, il m'embête. Bon, on va finir d'écrire le truc. Ici, je renvoie vrai. Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut compléter? Non, parce qu'il n'arrive pas à typer. Euh, Notez quand je groupe mes trucs par liste, je peux pas mettre sur plusieurs cœurs parce que sinon je risquerais de couper un endroit où ça va pas se retrouver sur les mêmes listes. Donc en fait ici c'est pas un off que je dois faire mais c'est un off séquentiel. Voilà, comme ça il me type les trucs à peu près correctement et donc je peux utiliser mon splendide raccourci clavier pour lui dire de créer, enfin de stocker des éléments. Ici je vais les mettre dans une liste. Comme ça, je vais pousser la liste et comme ça, je vais pouvoir reprendre mon state.list et recréer une nouvelle liste dedans. Comme ça, pour le prochain coup, j'aurai bien une liste vide dans laquelle je peux mettre des éléments. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Euh, déjà, ça compile pas. On va aller regarder pourquoi. Alors, parce que je l'ai appelé count, hein, group by to, ça va mieux marcher. Et donc, si j'essaye d'exécuter ce code-là, il m'a bien groupé les deux premiers, il m'a bien groupé les deux d'après, mais il m'a oublié le dernier qui était tout seul, parce que c'est normal, d'accord? Quand j'arrive pour le cinquième élément, la taille de ma liste, c'est pas 2, c'est un. Donc il faut pas que j'oublie que je dois aussi spécifier mon finalizer et que dans mon finalizer, je dois dire si state.list est pas vide, alors je dois propager .push de state.list. D'accord? Parce qu'il peut me rester encore des données dans la liste. Et dans ce cas-là, voilà, il m'a bien pris le dernier élément qu'il y avait ici. Donc c'est un peu le stream, enfin un peu le gathereur le plus compliqué qu'on puisse faire. Je vais prendre les questions. Peut-on passer des paramètres au gathereur? Oui, bien sûr, on peut passer n'importe quel paramètre au gathereur. Quand on est ici, par exemple, je peux lui mettre int size et puis ici directement utiliser size en capturant la valeur qui est ici. C'est juste que j'ai la flemme, mais j'aurais dû l'écrire comme ça plutôt qu'avec une constante en dur dans dans le code. Merci d'agrandir l'écran. Ah, ça aurait été bien d'avoir le truc après. Apparence, Enter Presentation Mode, c'est mieux comme ça. Mais j'ai plus tout le code en même temps, mais c'est peut-être mieux comme ça, effectivement. Euh, donc j'ai à peu près fini ce que je voulais dire sur en termes de code. Maintenant, je vais euh, aller revenir sur les slides. Alors, donc récapitulatif, un gazereur, c'est mon initialisateur qui initialise mon état, mon intégrateur qui prend l'état, l'élément et une interface sur l'opération suivante. Dans le cas où je suis en parallèle, il faut que je spécifie un combiner pour merger les états, puisque j'ai eu finalement plusieurs états sur plusieurs cœurs, il faut que je les remerge ensemble. Et j'ai un finisher qui est appelé à la fin, qui me permet, s'il me reste des valeurs dans mon état, là il me restait des valeurs dans ma liste, par exemple, de pouvoir pousser les éléments que je veux directement. D'accord? Donc quand on définit un gazereur, finalement, on le définit sur trois axes. On va se poser la question de est-ce qu'il est séquentiel, c'est-à-dire est-ce que je ne suis pas capable d'écrire une version qui serait paralysable sur plusieurs cœurs? Auquel cas je vais utiliser off séquentiel. Ou alors je peux utiliser mon gathereur.off, qui est ma version parallèle, mais il faut que j'écrive mon combiner, celui qui merge les états. Je vais me poser la question de est-ce que c'est stateless ou stateful? Est-ce que j'ai un état ou est-ce que j'ai pas d'état? D'accord? Si j'ai pas d'état,
Bah, c'est assez facile, j'ai besoin d'écrire que mon intégrateur. C'est ce qu'on a vu pour filter au départ. J'ai besoin juste d'écrire ma fonction et même d'oublier mon premier paramètre qui est mon état. Dans le cas où j'ai un état, il faut que je définisse mon supplier, mon initializer, mon intégrateur et peut-être mon finisher. Et enfin, j'ai une optimisation au niveau de mon intégrateur. Je peux le déclarer comme étant greedy, c'est-à-dire j'ai besoin de toutes les valeurs. Je ne vais jamais m'arrêter. Ça permettra de faire des optimisations. D'accord? C'est quoi les optimisations qu'on a si on est greedy? Bah, en fait, si on est greedy et que je fais deux points gazeurs à l'intérieur de mon stream, il va merger les deux gazereurs pour faire un seul gazereur. Alors, c'est pas très intéressant quand on fait deux appels à point gazeur. C'est vachement plus intéressant quand on a un gazereur puis un collecteur, parce qu'en fait, on peut merger et le collecteur et le gazereur, et ça sera plus efficace que d'appliquer le gazereur puis d'appliquer le collecteur. Donc, je parle un peu de performance. Donc, juste warning, c'est des benchmarks que j'ai fait sur ma machine. Comme c'est des benchmarks qui sont faits avec JMH, ils ont tendance à donner des meilleurs résultats que dans la vraie vie. Donc un petit peu attention. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit plein de fois plein de façons de faire la même chose. Donc soit en utilisant map, soit en utilisant un gatherer. Et donc on peut voir les différences de vitesse. D'accord? Si je fais juste un map suivi d'un reduce, j'ai 481 microsecondes. C'est pour une liste de 100 000 chaînes de caractères. Donc je suis à 481 et 552, ça va à peu près. On va voir exactement, mais si on utilise un map to int, on voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc c'est un des premiers problèmes de l'API des gazereurs, c'est qu'on n'a pas de spécialisation pour les types primitifs. On n'a pas de gazereur spécifique pour les types primitifs. Euh, on a deux raisons principalement pour ça. On a une première raison, c'est que si on regarde les collecteurs, ils sont aussi pas spécifiques, mais techniquement, c'est moins un problème pour les collecteurs que pour les gazereurs. On pourrait faire des versions spécifiques pour les gazereurs, mais avec le projet Valhalla, on veut aussi spécialiser les types paramétrés. Et donc, on se pose la question de juste attendre le projet Valhalla. Donc, dans 10 ans, on aura des gazereurs spécifiques et on n'aura plus à se prendre la tête à écrire des gazereurs spécifiques pour les types primitifs ou pas les types primitifs. Donc pareil, c'est en suspens. Si beaucoup de gens veulent des trucs de type primitif parce que ça va quand même plus vite, il y a des chances que l'API soit modifiée. On attend les retours des personnes. Euh, Autre chose qu'on peut voir, c'est si je fais un map suivi d'un toolist par rapport à un gazereur où j'ai réimplémenté mon map qui fait un toolist, mon gazereur il est moins efficace. En fait, c'est parce que toolist est très efficace, plus que mon gazereur qui est lent. Donc ça, c'est un truc que je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, si je fais value.stream, je fais un map sur la longueur d'une chaîne de caractères .count, en fait, il m'exécute jamais cette méthode-là. Pourquoi? Bah, parce que ça, c'est une collection, et les collections, ils connaissent leur taille. Map, c'est une opération qui map pour un élément un autre élément, donc ça conserve la taille. Et donc ici, mon compteur, ici, il va directement prendre la valeur qui est la taille de la collection et il va le renvoyer. C'est pour ça qu'en termes de vitesse, ça prend 0,001 microsecondes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de boucle. Ils trichent. D'accord? Les streams, ils ont le droit d'optimiser les calculs. Et donc, c'est ce qu'il fait ici. Il n'appelle pas l'opération map. Parce que le stream, il voit que mon opération intermédiaire ici, elle ne va pas modifier la taille du résultat. Et ça, malheureusement, c'est un truc qu'on ne peut pas définir avec l'API actuelle des gazereurs. Il nous manque la notion de caractéristique. Donc, c'est une notion qu'on a pour les collecteurs, c'est une notion qu'on a pour les splittérators, mais ce n'est pas une notion qu'on a pour les gazereurs. On ne peut pas lui dire mon gazereur préserve la taille. Et c'est ce qui fait qu'en fait, mon calcul ici, il est plus lent quand on fait un toolist. Parce que toolist, par défaut, si on connaît la taille, il va préciser la taille de la liste à la bonne taille et éviter de faire des resize
comme ça au fur et à mesure, et c'est là-dessus qu'on gagne en fait. La grosse différence on a entre ces deux-là, c'est le resize dynamique qui est effectué parce qu'on met dans une array list qui est obligée de se resizer. Tandis que dans le cas de toList ici, il est capable de calculer la taille et donc de pré-sizer la liste à la bonne taille. Donc pareil, c'est un autre truc qui manque. On ne peut pas, avec l'API des gazereurs, définir mon opération intermédiaire préserve certaines propriétés comme les éléments sont distincts, la taille ne change pas, ou ce genre de choses-là. D'accord. Par contre, on peut voir autre chose qui est relativement intéressant. Donc ici, j'ai un map suivi d'un collect, et ici, j'ai un gather qui fait un map suivi d'un collect, et on voit que ça va à la même vitesse. Ça va à la même vitesse parce que ici, mon map, je l'ai défini avec un off greedy. Et comme je l'ai défini avec un off greedy, il a mergé mon opération de gathering et mon opération ici de collect avec mon collecteur. Il émerge en une seule opération. Et ça va aussi vite que si on utilisait un map et un collect. Donc ce qui est quand même assez cool. Donc voilà, ce que je vous disais, off greedy, c'est une opération qui est assez intéressante, surtout si on fait un collect derrière. Pareil, c'est une optimisation. D'accord? Donc si on résume les performances ou les problèmes de performance qu'on peut avoir actuellement, ils sont de deux sortes. Premièrement, on n'a pas de spécialisation. On ne peut pas définir des gazereurs off int ou des gazereurs off double et ce genre de choses-là. Voilà, parce que on espère être feignant et utiliser les génériques spécialisés de Valhalla. L'autre chose, c'est que les caractéristiques donc des splitérateurs, les caractéristiques comme j'ai pas besoin de recalculer la taille ou ainsi de suite, ne sont pas propagées actuellement. Donc c'est pour ça que toList est moins efficace que utiliser le gazereur toList. Si on résume, c'est quoi l'API des gazereurs? Donc l'idée, hein, c'est de pouvoir abstraire n'importe quelle opération et donc de laisser les gens définir leur propre gazereur. Alors, ça ne veut pas dire que la plupart des gens vont écrire des gazereurs, hein. Ce qu'on a vu, c'est que ce qui se passe avec les collecteurs, c'est bah, les gens utilisent les collecteurs qu'on leur donne déjà. Donc déjà, on a un vocabulaire qui est plus étendu. Et en plus, on a certains projets où certaines fois, ça rajoute des collecteurs particuliers. Donc, on espère avoir la même chose avec des gazereurs particuliers qui vont être proposés sous forme de librairie, que ce soit dans le JDK ou en dehors du JDK. Donc, si vous voulez retrouver tous ces trucs-là, voilà l'adresse GitHub de tous les codes et puis plein d'autres codes que j'ai montrés. Donc, je vais essayer de prendre des questions Q&A s'il en reste. Il me reste 3-4 minutes là.